Bonsoir tout le monde. J'espère que tout le monde a une place. Je regarde la pendule, on aime bien commencer à l'heure, donc ça va. On est à l'heure. Donc bonsoir, merci d'être venu pour cette conférence sur la religion, un thème que nous n'avons pas encore abordé. Vous allez dire, à chaque fois je dis ça, mais c'est vrai que c'est encore un thème nouveau. Et on a le plaisir ce soir d'accueillir monsieur Dominique Langlais, qui est président du Conseil presbytéral de l'Église protestante unie de France. Ne me posez pas la question ce que c'est, parce que je lui ai demandé tout à l'heure, mais il m'a dit je vais l'expliquer. Donc ça ne sert à rien qu'il me l'explique. Donc il va vous l'expliquer, qu'est-ce que c'est que le président du Conseil presbytéral. Et moi, ça m'intéresse beaucoup de savoir. Donc merci beaucoup d'être venu jusqu'à Tincourt ce soir pour nous donner cette conférence. Alors, et puis il y a une petite particularité ce soir, c'est que pour le même prix, vous aurez 2 conférenciers, parce que M. Langlais va commencer et il va nous faire toute une partie sur le protestantisme en général et son histoire en Picardie. Et puis on va faire un focus un petit peu particulier sur un site qui n'est pas loin d'ici, à Hesbécourt, la Boîte à Cailloux. Et Anaïque, je cherche Anaïque, elle est là, et Anaïque Vautier, qui est historienne locale, passionnée d'histoire locale, voilà, plus exactement. Elle me reprend soin, elle me dit, je ne suis pas historienne locale, passionnée d'histoire locale, spécialiste de la Boîte à Cailloux. Et donc elle nous expliquera qu'est-ce que c'est que ce site particulier de la Boîte à Cailloux d'Hesbécourt, qui est lié à la religion protestante, mais je ne vais pas vous en dire plus, c'est elle qui en parle beaucoup mieux que moi. Voilà, Monsieur Langlais, si vous êtes prêt, je vous laisse la parole. Donc on a le même format que d'habitude, 45-50 minutes, et puis après, quelques questions. Et puis n'oubliez pas qu'après, on a forcément, si vous le voulez bien, le pot de l'amitié à la suite. Monsieur Langlais, c'est à vous. Merci bien. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, tout d'abord, protestant, ça veut dire quoi? Ce n'est pas les gens qui défilent dans la rue pour réclamer une retraite à 50 ans. Ça vient du latin qui pro, c'est-à-dire en avant, et testari, attester. Et donc, c'est attester de quelque chose, et non uniquement de son acception actuelle, qui est plutôt revendicative. Alors, la présentation que je vais faire est une chronologie. Avant de parler de la réforme, qui intervient plus tard, au XIIe siècle, il y eut des précurseurs que l'on appela pré-réformateurs et qui, pour moi, sont plus sympathiques que les deux piliers de la réforme qui sont lutin et calvaire. Vous avez rétabli. Alors, le premier, c'est Pierre Valdo, ce qu'on a appelé aussi Vaudès, qui était au XIIe siècle marchand lyonnais. Alors, bizarrement, il se convertit. Alors ça, il y en a plusieurs qui utilisent le même récit ou le même mythe. Il était à cheval, il y a un orage, son cheval le flanque par terre. Et là, il dit, si je m'en sors, je consacrerai ma vie et mes biens pour les autres. Alors, ce n'est pas le premier. Il y a un certain Saül, Paul de Tarse, qui a fait la même démarche. Mais lui, c'était un peu plus gênant, il est devenu aveugle pendant un moment. Alors, ce marchand lyonnais a vendu tous ses biens et il part prêcher dans la région de Lyon en vivant dans la pauvreté. Il fait réaliser une traduction de textes bibliques dans la langue du peuple. Il est suivi de nombreux disciples qu'on appelle vaudois. Valdo n'obtient pas du pape la permission pour les laïcs de prêcher. Les Vaudois sont excommuniés au concile de Vérone en 1184. Malgré les persécutions, les Vaudois continuent leur expansion en France, en Italie et dans d'autres pays. Cette photo est celle des ruines de Mérindol, dans le Luberon, où furent massacrées 3000 personnes dans ce village et le Luberon aux alentours. Les Vaudois se séparent de l'Église catholique sur les points suivants. La contestation de l'institution romaine. Ils sont contre la papauté, contre le pouvoir et la richesse de l'Église, le rejet du purgatoire et les indulgences, ainsi que le culte des saints. Ils appliquent la prédication itinérante, c'est-à-dire que la prédication est effectuée par des laïcs et non des prêtres, et ils sont célibataires. Ils pratiquent des métiers nécessitant des déplacements fréquents. À cause des persécutions,
la prédication a lieu dans des maisons et non sur la place publique. Dès 1526, ces laïcs décident d'envoyer 2 délégués en Suisse pour rencontrer le réformateur Zwingli. Alors, je ne sais pas, vous voyez, il y a le portrait de Zwingli et à côté, il y a une maquette, Le Réformateur. C'est un film qui est sorti il y a 2 ou 3 ans, qui est très bien. Donc, il rencontre Zwingli pour s'enquérir des nouvelles doctrines de Luther. Il y a accord sur l'essentiel, mais des divergences demeurent sur le ministère itinérant des prédicateurs, la contestation du pouvoir civil, la participation à la messe et au sacrement catholique. Après des études à Paris et en Italie, Lefebvre d'Étaples se fixe à Paris, où il enseigne la philosophie. Vers 1508, il se consacre à la théologie et à la Bible. Il écrit des commentaires en 1512 qui influencent Luther. En 1520, il est à Meaux auprès de l'évêque dont il est devenu le vicaire général. Lefebvre d'Étaples entreprend la traduction en français du Nouveau Testament à partir de la Vulgate en latin. La traduction complète du Nouveau Testament paraît en 1524. L'engouement pour cette traduction, qui permet de comprendre les lectures faites en latin pendant la messe, favorise la propagation des idées de Luther. Les docteurs de la Sorbonne considèrent que la traduction en français de la Sainte Écriture ne doit pas être tolérée dans le royaume très chrétien. Le Nouveau Testament de Lefebvre d'Étaples est brûlé par décision de justice. Lefebvre doit à la protection du roi de ne pas être poursuivi. Et il a beau être courageux, il se réfugie quand même à Strasbourg en 1525. L'évêque de Meaux, Guillaume Brissonnet, adhère dès 1518 aux idées réformistes d'Érasme et de Lefebvre d'Étaples. Marguerite d'Angoulême, sœur de François Ier, est favorable aux idées de la Réforme. En 1521, il appelle Lefebvre d'Étaples. Celui-ci arrive à Meaux, il fonde le Cénacle de Meaux, qui réfléchit à la réforme de l'Église à la lumière de la Bible. En 1524, Lefebvre achève la traduction française du Nouveau Testament, mais l'engouement provoqué à Meaux par l'Évangile favorise la propagation des idées de Luther. La traduction du Nouveau Testament est condamnée et le livre est brûlé. L'évêque Brissonnet est inquiété, il prend peur et se soumet. Le Cénacle de Meaux commence à se disloquer en 1523 et est dissous en 1525. Le Cénacle de Meaux entraîne effectivement des conversions aux idées de Luther parmi les cardeurs de laine et les ouvriers agricoles venus travailler dans la région de Meaux. C'est de là que se propagent les idées réformées, jusqu'en Picardie, qui fut, pour une fois on est cité, qui fut la première région française touchée par la Réforme. On a au moins dans l'histoire une première place. Angoisse, guerre, épidémie, famine, les gens ont peur du jugement dernier, de la colère divine qu'ils sentent imminente. L'Église catholique toute-puissante emploie alors les grands moyens pour calmer la terreur des fidèles. Elle vend des indulgences. L'indulgence permet aux fidèles d'obtenir la faveur de Dieu, l'accès au salut, au paradis, contre monnaie sonnante et trébuchante, et finance la basilique Saint-Pierre de Rome par la même occasion. Mais cette pratique n'est pas appréciée de tous. Martin Luther, un moine allemand, affiche le 31 octobre 1517 ses 95 thèses dans la paisible ville de Wittenberg. Il y dénonce le commerce des indulgences et affirme que d'après la Bible, le salut, la faveur et le pardon de Dieu ne s'obtient ni par l'argent ni par les œuvres, mais par la foi seule en la grâce de Dieu acquise en la personne de Jésus-Christ. Sola fide, sola gratia, sola scriptura, la foi seule, la grâce seule, l'écriture seule. Ces idées se répandent comme une traînée de poudre grâce à l'imprimerie. Cela ne plaît pas beaucoup à l'Église catholique, qui se sent critiquée. Elle ordonne donc à Luther de renoncer à ces idées qu'elle juge hérétiques. Luther refuse, il est excommunié.
Cela ne plaît pas beaucoup non plus à Charles Quint, empereur depuis 1519, qui voit son Saint-Empire romain germanique partagé entre les princes partisans de Luther et ceux fidèles au catholicisme. Il lui demande d'abjurer, Luther refuse. Il est alors caché par Frédéric le Sage dans le château de Wartburg. C'est dans ce château que Luther traduit la Bible en allemand. Bientôt, elle se voit aussi diffusée dans d'autres langues, la rendant accessible à beaucoup plus de monde. D'autres courants se développent au même moment ou à la suite de la réforme lancée par Luther, anglicans, presbytériens, calvinistes, etc. De nouveaux modèles d'église sont ainsi instaurés. Détachés du modèle catholique, ils sont centrés sur la Bible et son étude. Tout ceci affaiblit le pouvoir politique et religieux de l'Église catholique. Elle condamne ces nouvelles pratiques et lance une contre-réforme avec la formation des jésuites et le développement de l'art baroque pour essayer de rétablir son influence. Résultat, l'Europe se retrouve divisée entre les partisans de la réforme, appelés protestants à partir de 1529, et ceux restés attachés à l'Église catholique et son pape. C'est le début d'une nouvelle période de guerre et de persécution. Donc Luther, moine augustin, avait dès 1517 traduit certains passages de la Bible. Il a fait des études académiques à l'université d'Erfurt. Il y acquiert une bonne connaissance de l'hébreu, du grec et du latin. Donc il affiche ses fameuses 95 thèses sur les portes de l'église de Wittenberg sur les indulgences. L'indulgence était la promesse de la hiérarchie catholique d'abréger la durée de résidence au purgatoire contre argent sonnant et trébuchant. Cet argent servit entre autres à construire Saint-Pierre de Rome. C'est en 1521, alors que Luther est réfugié au château de Wartburg, parce qu'excommunié et craignant pour sa vie pour avoir refusé de se rétracter, qu'il poursuit la traduction du Nouveau Testament. Cette remarquable entreprise rencontre vite un grand succès éditorial. Martin Luther et toute son équipe de théologiens poursuivent la traduction des livres de l'Ancien Testament. La traduction complète de la Bible est achevée en 1534. Cette version, certes révisée, est encore utilisée dans les pays de langue allemande. Sa traduction est donc compréhensible par tous ses contemporains et plus seulement par les gens d'Église. Enfin et surtout, Luther a des exigences théologiques telles que le salut par la grâce. Luther est également musicien. Il met en musique des psaumes en langue vernaculaire, chantés par l'Assemblée car il disait que le chant pouvait remplacer la prédication. En 1546, 500 000 exemplaires de la Bible complète, édités dans 93 villes, sont en circulation. En résumé, sa théologie tient dans les 5 solis. Soli Deo Glorias, Solus Christus, Sola Scriptura, Sola Gratia, Sola Fide. Or Luther, bien qu'étant un grand réformateur, n'était pas exempt de défauts, ce n'était qu'un homme. Et Luther était antisémite. Il a eu des propos très violents contre les Juifs. Encore assez proche du catholicisme à ses débuts, la Réforme tend à s'en éloigner de plus en plus et rejette de manière grandissante le culte des saints, le culte de la Vierge. Apparue dans un contexte de diffusion de l'écrit et d'alphabétisation grandissante, la Réforme renvoie à l'apparition d'une nouvelle culture venant des milieux bourgeois et instruits qui ont bénéficié d'une bonne formation à travers les universités fondées au Moyen Âge par les princes de l'Église catholique. Les réformateurs profitent de l'essor de l'imprimerie pour faire circuler la Bible en langue vernaculaire, notamment l'allemand, après la première traduction réalisée par Luther. La volonté de revenir au texte de la Bible devient ainsi une des principales motivations des réformateurs. La réforme a aussi un caractère politique. C'est un moyen pour les princes allemands d'affirmer leur indépendance face au Saint-Empire romain germanique. Les idées de la foi réformée se répandent dans le Saint-Empire, notamment en 1522, grâce à Ulrich Zwingli, curé à Zurich, plus tard par Jean Calvin à Paris, Strasbourg et Genève.
Jean Cauvin, dit Calvin, naît en 1509 à Noyon en Picardie, à 100 km nord de Paris. Issu d'une famille aisée, Calvin fait son droit à Orléans, puis il bifurque vers les lettres et la théologie, qu'il étudie à Paris et à Bourges. Le jeune homme voyage beaucoup. Il découvre d'abord les milieux humanistes, puis les cercles de théologiens où mûrissent les idées de la Réforme. Calvin vit dans un milieu ouvert, stimulant. En 1534, la répression contre la Réforme se durcit en France. Calvin préfère quitter la France. Il s'installe à Bâle, où il écrit. 2 ans plus tard, il publie une première version de l'Institution chrétienne. Ses idées, inspirées à la fois de Luther et de l'humanisme, portent déjà sa marque personnelle. Très vite, son ouvrage passe de main en main. Très vite aussi, il est censuré. Calvin voyage toujours. De passage dans une auberge de Genève, il est comme harponné par le réformateur Farel, qui le convainc de rester pour organiser l'église de la ville. Celle-ci vient en effet de se convertir à la Réforme. Calvin accepte. Mais rapidement, les autorités civiles le critiquent, trouvant ces mesures trop exigeantes. Expulsé de Genève, il se réfugie à Strasbourg. Il y passe 3 années très heureuses comme pasteur et professeur. Il se marie avec une veuve, Idelette de Bure. Mais fin 1540, Genève le rappelle. Il reprend donc la direction spirituelle de la ville jusqu'à sa mort à 55 ans. Tous les jours, il commente la Bible dans la petite chapelle de l'oratoire. Les gens se pressent nombreux pour l'écouter. Après son retour à Genève, Calvin introduit une nouvelle liturgie et des idées politiques novatrices malgré l'opposition de plusieurs puissantes familles de la ville qui tentent de s'opposer à son autorité. Alors Calvin, lui aussi non exempt de fautes et de reproches, ne s'est pas opposé au supplice de Servet, qui était brûlé vif. Calvin passe les dernières années de sa vie à promouvoir la réforme à Genève et dans toute l'Europe. C'est un écrivain et un polémiste engagé dans de nombreuses controverses. Il échange également une riche correspondance avec de nombreux réformés, comme Philippe Mélenchon. Outre l'institution, il rédige des commentaires sur la plupart des livres de la Bible, de même que des traités de théologie et des confessions de foi. Il prêche régulièrement à Genève et écrit pour soutenir les martyrs protestants qui attendent leur exécution. Les écrits et les prédications de Calvin fondent la théologie réformée. Les églises réformées, presbytériennes et congrégationalistes ont adopté la pensée calvinienne et l'ont largement diffusée. Pour Calvin, il n'y a pas incarnation dans la scène, mais symbolisme. Calvin est rigoriste, austère. Les célébrations sont dépouillées. Il n'y a ni décoration, ni fleurissement. Au XVIe siècle, Genève est une ville de taille moyenne, 10 à 12 000 habitants. Son emplacement est stratégique, au bout du lac Léman, sur le passage des marchands. Jalouse de son indépendance, la ville résiste sans faiblir aux tentatives d'annexion des ducs de Savoie et notamment de Charles III. Genève préfère s'appuyer sur la Suisse et l'Allemagne, où la réforme se répand déjà. Ajoutons à cela la proximité de Zurich et de Berne, où circulent les idées du réformateur Zwingli. C'est pourquoi Genève est si vite concernée par la réforme. Pendant plusieurs années, une véritable guerre oppose les réformés à leurs adversaires, qu'ils appellent les papistes. Ceci jusqu'en 1536, où la ville passe définitivement à la réforme. C'est alors officiel. Genève proclame qu'elle veut désormais vivre selon la sainte loi évangélique et parole de Dieu. Sous la direction de Calvin, Genève devient la cité refuge de 8000 huguenots persécutés en France. Elle est aussi l'un des plus grands centres de la pensée réformée. Une grande importance est donnée à l'éducation. Les enfants bénéficient d'un enseignement élémentaire public et surtout gratuit.
D'autre part, Calvin fonde l'Académie de Genève, dont le rayonnement à travers l'Europe est immense. Calvin en confie la direction à l'humaniste Théodore de Bèze et recrute partout les meilleurs professeurs. De nombreux pasteurs et plusieurs chefs de file de la Réforme y sont formés. Genève sera souvent appelée la Rome protestante. La France connaît au XVIe siècle une fracture religieuse. La grande majorité du pays reste fidèle au catholicisme, tandis qu'une importante minorité, on parle de 30%, rejoint la Réforme. La guerre ne peut être évitée, signe de l'échec de la coexistence pacifique entre catholiques et protestants. Le massacre par le duc François de Guise d'une centaine de protestants assistant au culte dans une grange de la ville de Vassy, le 1er mars 1562, est considéré comme l'événement qui a déclenché la première guerre de religion. À l'appel de Louis de Bourbon, prince de Condé, les protestants prennent les armes. La guerre s'étend à tout le royaume. Elle est marquée par des violences sauvages dans un camp comme dans l'autre. 8 guerres vont se succéder sur une durée de 36 ans, entrecoupées de périodes de paix fragiles. Elle s'achève avec l'édit de Nantes, le 30 avril 1598, qui établit une dualité confessionnelle. Cet édit accorde aux protestants des droits religieux, civils et politiques dans certaines parties du royaume, pas par ici, leur concédant un certain nombre de lieux de refuge, dont une soixantaine de places de sûreté. Pendant la fin du règne d'Henri IV, assassiné en 1610, le roi fait respecter l'édit, ce qui protège les protestants. La révocation de l'édit de Nantes en 1685 par Louis XIV fait disparaître les églises réformées en France et contraint les protestants à la clandestinité ou à l'exil. Ceux-ci perdent ainsi leur identité sociale. Face à cette situation, Louis XIV révoque l'édit de Nantes par l'édit de Fontainebleau. Ce nouvel édit interdit l'exercice de la religion réformée et décrète la démolition de tous les temples encore debout. Les pasteurs doivent abjurer ou s'exiler. Les fidèles n'ont plus d'état civil autre que catholique. Beaucoup choisissent l'émigration, qui est interdite, plutôt que de se soumettre. L'édit de Fontainebleau suscite des réactions violentes. Approbation en France parmi les catholiques, mais à l'étranger, les méthodes employées provoquent réserve ou indignation. Les protestants qui sont restés en France et qui ont abjuré sont appelés les nouveaux convertis. Ils sont obligés de se soumettre aux pratiques catholiques, aller à la messe, faire baptiser leurs enfants, recevoir l'extrême-onction à l'article de la mort. Bien des nouveaux convertis continuent de pratiquer leur religion réformée, soit en famille ou dans des réunions privées, soit dans des assemblées clandestines, dont la boîte à cailloux dont Anaïk vous parlera tout à l'heure, en plein air, dans des lieux reculés, plus ou moins cachés. Lorsque ces assemblées sont surprises, la répression est sévère. Prison et galères attendent les récalcitrants. Il y a d'ailleurs en Thiérache une famille qui existe encore aujourd'hui, qui a un ascendant qui est inscrit comme étant devenu galérien à cette époque. La révocation de l'édit de Nantes a été précédée de toute une série de mesures répressives à l'égard des protestants et du culte réformé. C'est la politique anti-réformée du roi Louis XIV pour réaliser l'unité religieuse du royaume. Cette politique se révélant insuffisante, le pouvoir a recours à la force, les dragonnades ou le logement forcé des soldats chez les protestants avec autorisation de piller et de malmener. Les protestants terrorisés par les dragons abjurent en masse. Alors je ne sais pas si... Oui, on peut voir un petit peu. Il faudra attendre la Révolution française et la déclaration du 26 août 1789 pour que les protestants puissent exercer librement leur culte. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Nous arrivons à la réforme en Picardie. Alors là, je ne sais pas si en grossissant, si vous voyez... Enfin, moi, je sais que c'est une gravure de Saint-Quentin. Bon. Moi, je n'ai pas connu Saint-Quentin comme ça.
Donc la Picardie est la première région de France touchée par les idées de la Réforme. Ce ne sont pas les Cévennes, ce n'est pas le Béarn, c'est la Picardie qui a été d'abord touchée par la Réforme. Alors, c'est parce que des ouvriers qui louaient leurs bras pour les travaux champêtres à Meaux sont revenus. Alors, je vous rappelle le cénacle de Meaux, où a commencé à se propager les idées de la Réforme. Ils sont revenus et ont transmis les idées reçues en Thiérache et pas loin d'ici, dans le Vermandois. Dans la région proche, il y a concentration dans les villages de Bohain, Montbreuin, Léaucourt, Serein, Vendel, Norrois, Jeancourt, Argicourt, Temple-le-Guérard. Or, la foi se transmettait par la lecture de la Bible, ce qui implicitement obligeait les gens à apprendre à lire. Donc, il y avait un bon apprentissage de la lecture chez les femmes, puisque c'était les femmes qui apprenaient à lire aux enfants. Donc, pour que les enfants sachent lire, il fallait que les femmes sachent lire. Donc, tous les gens savaient lire. Alors, là, je vais vous fournir une information de Wikipédia. J'ai 3 de mes sextisaïeuls. Je ne sais pas ce que c'était. C'est c'est mon 6e ascendant au-dessus de mon père. Donc, ça fait du monde. Qui sont allés se marier à Tournai en 1771. Alors, ils se nommaient Drancourt, Charlet et Hoquet. Ces noms se rencontrent encore dans le même territoire. Et d'ailleurs, le maire d'Argicourt s'appelle M. Hoquet. Tournai était occupé par les Hollandais qui avaient des pasteurs protestants dans leur rang militaire. Alors, c'était ce qu'on appelait les églises de la barrière. Pour ne pas abjurer, pour se marier, certains allaient dans les églises protestantes de la barrière. C'était des places fortes des villes de Pays-Bas. La distance de Temple-le-Guérard à Tournai est d'à peu près 90 km et on ne pouvait pas y aller en une journée à pied. Je vous rappelle qu'à l'époque, peu de personnes avaient des moyens de locomotion autres que leurs 2 pieds. Alors, il fallait qu'ils aient des complicités pour aller à Tournai, donc ils aient des lieux pour être hébergés, pour être nourris. Et alors, je ne sais pas si c'est une légende ou pas, mais il s'est toujours dit qu'ils partaient avec une paire de sabots sur l'épaule pour remplacer la paire qu'ils auraient usée en faisant l'aller, pour être sûr de pouvoir revenir. Les enfants qui naissaient de ces unions étaient inscrits comme illégitimes dans les registres paroissiaux, catholiques évidemment. À la fin de leur vie, ils ne pouvaient avoir de sépulture dans les cimetières et étaient ensevelis dans leur jardin ou les dépendances de leur maison. J'ai d'ailleurs mes parents qui ont cherché longtemps après la sépulture d'un ancêtre dans un jardin, qu'ils n'ont jamais trouvé. Mais bon, on s'en passe. Acquis de longue date au principe de la laïcité, le protestantisme accepte la séparation des églises et de l'État en 1905 et s'organise au sein de la Fédération protestante de France. Les familles réformées s'unissent presque toutes en 1938 autour d'une déclaration de foi commune constitutive de l'Église réformée de France. Alors vous voyez aussi le mur des réformateurs, que certains connaissent certainement, qui est à Genève. Alors il y en a plus, je n'ai pas pris les autres, il y a même une femme qui est classée comme étant réformateur. Donc l'Église évangélique luthérienne de France est principalement implantée dans le pays de Montbéliard et à Paris. À Paris, l'Église luthérienne est issue des assemblées qui se réunissaient dans les ambassades de pays luthériens dès le XVIIe siècle et s'est beaucoup renforcée avec les réfugiés alsaciens de 1870. Pendant les guerres de religion, les seuls endroits à Paris où les gens pouvaient se réunir pour faire un culte, c'était dans les ambassades des pays de Norvège, Danemark, Suède, les pays nordiques. Alors, il y a quelques différences entre luthériens et calvinistes. Sur la scène, Luther est attaché à la présence du Christ dans le pain et le vin, comme signe du don de Dieu pour l'humain, alors que pour Calvin, c'est beaucoup plus symbolique. Sur la connaissance de Dieu, les réformés affirment que nous pouvons trouver une précompréhension de Dieu dans la nature et les autres religions. Les luthériens, eux, pensent qu'en dehors du Christ, on ne peut rien dire de Dieu. Ces différences d'accentuation relèvent d'une saine diversité qui ne remet pas en cause le centre de la foi, ce qui permet aux luthériens et aux calvinistes de pouvoir se retrouver sans problème dans la même Église. En France, il s'agit
de l'Église protestante unie de France qui est née en 2013. Alors là, vous voyez quelques temples du secteur. Anaïs vous en parlera plus longuement après. Voilà le temple de Saint-Quentin, qui a été reconstruit, parce qu'évidemment, les guerres ont fait des ravages, qui a été reconstruit en 1923. Alors remarquez, sur le clocher, il n'y a pas de coque. La seule décoration est une mosaïque sur le fronton. Très souvent, d'ailleurs, le fronton des temples est décoré soit d'une Bible, soit d'un verset, un extrait d'un évangile. L'intérieur ne comporte pas d'illustration, pas de statue, pas de tableau, pas de reliques. Seuls des extraits de la Bible sont inscrits sur les murs. Alors notre paroisse est issue du calvinisme, donc à l'origine assez rigoriste. Quand on était enfant, on rigolait pas tellement. Mais bon, comme tout le monde à l'époque, je pense que c'était général. Le culte a lieu une fois par semaine le dimanche et est présidé soit par un pasteur, soit par un laïc qui a été formé, ou une laïque qui a été formée à la prédication. Tous les actes pastoraux, baptême, confirmation, mariage, service funèbre, sont présidés au besoin par les laïcs. Jésus le Christ est à proprement parler le seul chef de l'Église. Son autorité n'est déléguée à personne. Alors voilà, dans un temple, ce qui occupe la place centrale, c'est la Bible. Alors bon, là c'est une assez ancienne Bible, mais bon, c'est tout, elle est toujours ouverte, très souvent, sauf que maintenant, quand elle est très vieille, on la referme pour que les reliures ne soient pas abîmées. Bon, mais symbolique, enfin, on essaye toujours d'avoir une Bible ouverte. Alors l'Église protestante unie est structurée en assemblées et en conseils élus, qui cherchent à faire vivre cette autorité du Christ et organisent les services exercés par les uns et les autres. Alors vous voyez, je suis allé trop vite. Voilà, vous voyez que sur le mur, sur les deux murs qui encadrent la chaire, il y a des versets. Alors, vous arrivez peut-être mieux à lire que moi. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, nous prêchons Jésus-Christ le Seigneur. Alors, c'est de Paul, et l'autre, c'est dans Matthieu, c'est Jésus-Christ dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Alors là, dans le protestantisme, il n'y a que deux sacrements. Il y a le baptême et la scène. Donc là, vous avez un baptistère hérité. Alors maintenant, on aurait peu mis ça, parce que les protestants aiment bien ce qui est simple, dépouillé, austère. Ça, c'est déjà un peu trop fantaisiste pour nous. Ça. Bon. Et puis la table, on l'a hérité d'une église qui était là avant. Voilà les versets. Alors, c'est assez ancien, ça 5 ou 6 ans. Ça. Donc il y a 400 000 personnes qui font appel au service de l'Église protestante unie de France, 500 pasteurs, dont un tiers de femmes. Alors les femmes peuvent être pasteurs depuis 60 ans, un peu plus de 60 ans. Et d'ailleurs, nous avons été mariés il y a près de 50 ans par une femme qui est inhumée pas loin d'ici, à Temple-le-Guérard. Il y a 450 paroisses en France, 1000 lieux de culte, 2 facultés de théologie, 9 régions, 10 000 animateurs et responsables, 250 000 participants à la vie de l'Église. En France, alors vous savez les chiffres, 1,5 million de personnes se disent protestantes de conviction, 3% de la population. On voudrait bien les voir fréquenter de temps en temps les lieux de culte, mais c'est comme partout. Ce sont des statistiques. Alors, les fidèles d'une paroisse fréquentant régulièrement les cultes se voient invités à s'inscrire sur la liste des membres. Et ils ont ainsi le droit de voter aux assemblées générales. La vie de l'Église locale est administrée par un conseil presbytéral qui se compose de 6 à 9 membres qui sont élus par l'Assemblée générale, conseil au sein duquel sont élus le président, vice-président, trésorier, secrétaire, comme dans toutes les associations. Alors,
il est élu tous les 4 ans et on ne peut y siéger que 2 fois de suite, donc 8 ans. Le pasteur, quand il y en a un dans la communauté, fait partie du conseil, mais n'a pas, comme le président d'ailleurs, de prééminence dans les votes. Une personne, une voix. S'il y a égalité, on recommence, et on recommence, et on recommence, jusqu'à ce qu'il y ait une majorité qui se détache. Alors, ce conseil doit organiser la vie de l'église locale. Alors, vous voyez, ici, on est au niveau de l'église locale, donc il y a 450 églises locales qui élisent un conseil presbytéral. Alors, il y a des paroisses très, très importantes où il y a une vingtaine de conseillers presbytéraux. Nous, à Saint-Quentin, on est 7. Et puis, je suis aussi président du conseil presbytéral des disséminés de l'Aisne, c'est-à-dire que les 2 paroisses vont du nord de Saint-Quentin, à les limites du nord, jusqu'en dessous de Soissons, avant Villers-Cotterêts, et en largeur jusqu'à Guise. Et après, je ne sais pas où, parce que bon, le découpage est un petit peu bizarre. Donc, au niveau local, on élit un conseil presbytéral. Ce conseil presbytéral, élu tous les 4 ans, désigne 1 ou 2 délégués pour aller les représenter au synode régional. Alors, synode régional, c'est la même chose qu'une assemblée générale, mais au niveau de la région. Alors, notre région, nous, on appartient à la région Nord-Normandie, c'est Basse-Normandie, Haute-Normandie, Orne, c'est une région immense. Hein. Ça va de la Somme aux Ardennes, hein, en largeur, et en hauteur, ça va de Dunkerque jusqu'à, je ne sais pas ce que c'est le plus bas, en dessous de Caen. Hein, c'est important. Bon, on évite quand même la région parisienne. Alors, synode régional élit aussi un conseil régional, dont je fais partie depuis 6 ans, et ce conseil régional va envoyer 2 représentants au niveau national qui éliront aussi un conseil national qui est élu aussi toujours pour 4 ans. Et la particularité, là, c'est qu'il est composé pour moitié de pasteurs et pour moitié de laïcs. Alors que les niveaux d'en dessous, on n'arrive pas toujours à faire 50%. Hein. Alors, il faut évidemment rémunérer les pasteurs. Hein. Et le fonctionnement matériel de l'institution. Le siège de l'Église protestante unie de France est à Paris, rue de Clichy, au 47. Donc c'est un immeuble parisien, hein, haussmannien. Et notre Église ne vit que des dons faits par ses membres. Nous avons droit aux réductions fiscales en vigueur pour les dons aux associations. À l'origine et dans les textes bibliques, le don devait être de la dîme, le 10e des revenus de chacun. Alors ça, c'était il y a longtemps. Hein. Elle est peut-être encore pratiquée par certains, mais il apparaît que la moyenne des dons se situe plutôt autour de 2,5-3% des revenus. Alors l'Église protestante a toujours pris en compte les problèmes de société dans ses réflexions et ses synodes. Partisane de la laïcité sous le régime de la loi de 1905, nous subissons néanmoins de plein fouet la loi sur les séparatismes dont vous avez entendu parler, qui date du 24 août 2021, en subissant des contrôles et des déclarations diverses à faire en préfecture, visant à surveiller si des capitaux étrangers n'abondent pas nos finances, alors que l'Église catholique n'est pas soumise du tout aux mêmes règles. Donc, alors, on sait que cette loi a été faite parce qu'on avait des craintes de financement de l'islam par les pays à fort pouvoir persuasif, et pas du tout, parce qu'ils ne sont pas en association de 1905, ou très peu, ils sont plutôt en 1901, et c'est nous qui sommes obligés de... Alors on fait des dossiers, bon, mais on a toujours fait, on a toujours été partisans de la laïcité, et on le sera, je pense, encore. Voilà. Je vais laisser la parole à Anaïk. Merci. Alors, après l'intervention d'Anaïk, vous pourrez poser des questions et je vous montrerai, j'ai apporté quelques exemplaires du journal national protestant qui s'appelle Réforme.
D'abord, bonsoir. Bonsoir à ceux que je n'ai pas salués. Et donc, moi, je prends la suite de Dominique pour vous parler de la boîte à cailloux. Je voudrais savoir quels sont les gens qui sont déjà allés à la boîte à cailloux. Il y en a quand même pas mal. Alors, si je devais définir la boîte à cailloux, vous m'entendez ? Si je devais définir la boîte à cailloux rapidement, je dirais que c'est une carrière à ciel ouvert. Alors, une carrière de quoi ? Eh bien, à l'époque, on extrayait de la marne de cette carrière, c'est-à-dire un mélange de calcaire et d'argile dont on se servait pour amender les sols acides. Et donc, en creusant dans ce talus, c'était un talus qui faisait 140 mètres de haut, en creusant dans ce talus, on avait fabriqué une sorte de salle. On avait creusé dans le talus et ça faisait une sorte de salle. Et au-dessus de ce talus, il y avait des éminences qui étaient à 140 mètres de hauteur. Alors, à force de creuser, donc, on avait cette salle, plus les éminences au-dessus. C'était un endroit particulièrement intéressant pour les protestants. Pourquoi ? Parce qu'ils pouvaient se mettre à l'abri. Sur les éminences, on mettait des guetteurs, des sentinelles, de façon... Vous m'entendez bien ? J'ai l'impression que ça résonne. Oui. On mettait des sentinelles de façon à ce que, dès que ces gens-là entendaient les bruits des sabots de la maréchaussée ou des dragons, eh bien, ils donnaient l'alerte et tout le monde s'éparpillait, tous les gens qui étaient là s'éparpillaient et repartaient dans les villages environnants. Ils étaient plus ou moins protégés parce qu'à l'époque, il y avait plus de forêts à cet endroit-là. Et même à l'endroit de la boîte à cailloux, il y avait des arbres qui protégeaient. Donc voilà pour la définition. Oui, et aussi, pourquoi le terme de boîte à cailloux ? Alors, en picard, boîte à cailloux. Je dis bien en langue picarde. Eh bien, parce qu'il arrivait aussi qu'en creusant, on tombe sur des lits de silex. Et qu'est-ce qu'on en faisait ? Eh bien, on s'en servait pour empierrer les chemins et les routes. D'où le terme de boîte à cailloux. Les cailloux, en fait, c'était les silex. Alors, actuellement, si vous allez à la boîte à cailloux, il faut faire preuve d'imagination, parce que le relief n'est plus du tout le même. Pourquoi ? Pendant la guerre 14-18, en 1918 notamment, il y a eu des combats acharnés à cet endroit-là, et donc ça a transformé le relief, et puis par la suite, l'agriculture s'est chargée d'aplanir le reste. Donc quand on va à la boîte à cailloux, il faut faire preuve d'imagination pour imaginer les protestants dans cette espèce de relief. Voilà. Alors, qui venait à la boîte à cailloux ? Naturellement, les protestants, qui cherchaient à se rassembler, à venir écouter la parole de Dieu, à lire la Bible, à la commenter, à chanter des psaumes, puisque tout cela leur était interdit depuis 1698, c'est-à-dire depuis la révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV. Quelles étaient les professions de ces gens qui venaient à la boîte à cailloux ? C'était très divers. On pouvait avoir des laboureurs, des paysans, des artisans, il y avait même des brasseurs qui venaient de Saint-Quentin, des tailleurs, des ouvriers de toutes sortes et même des nobles. Par exemple, à Hargicourt, il y avait beaucoup de nobles qui étaient protestants et dans d'autres petits villages, il y avait des nobles qui étaient protestants. Et aussi, une profession dont le nom a disparu, ce sont les mulquiniers. Alors, les mulquiniers, ce sont D'abord, la mulquinerie, c'était l'activité de tissage et de commerce de toiles fines qui était composée exclusivement de lin. Donc, il y avait la batiste, le linon, la toile de lin, et le mulquinier désigne soit l'artisan tisserand ou alors le marchand de toile. Ces paysans tisserands travaillaient en famille avec un métier à tisser pendant l'hiver dans leur cave afin de conserver un certain taux d'humidité. Dans la région, donc ça se trouvait dans la région de Saint-Quentin et dans le Cambrésis. Je me souviens de M. Varret, qui est décédé il y a une dizaine d'années, et qui m'avait montré sa cave, et il m'avait dit que dans sa cave
son beau-père travaillait encore, faisait du tissage dans sa cave, et il retrouvait dans le terrain, il retrouvait des espèces de petites navettes en céramique, je ne sais pas quoi, il m'en avait donné une, et donc c'était la preuve que ce métier de mulquinier a duré très longtemps, mais le terme a disparu. Maintenant, quand on demande à quelqu'un qu'est-ce que c'est qu'un mulquinier, les gens ne savent pas. Donc voilà pour la profession de ces gens qui se rassemblaient là. Comment venaient-ils et d'où venaient-ils? Ils venaient des villages environnants, mais aussi parfois même de Saint-Quentin. Alors, les villages environnants, c'était Hargicourt, c'était l'Empire, c'était Montbreuin, c'était Noroy, et je vous dis, il y en a même qui venaient de Saint-Quentin, parce que les brasseurs, là, des brasseurs dont je parlais tout à l'heure, il y en avait 3 qui venaient de Saint-Quentin. Et comment venaient-ils? Eh bien, ils venaient à pied. Quand c'était la nuit, ils venaient à pied avec des lanternes. Ils éclairaient le chemin avec des lanternes. Alors, vous imaginez, par tous les temps, dans des chemins de terre, avec des lanternes, il fallait vraiment avoir la foi chevillée au corps. Donc, ces assemblées, quand ces protestants se rassemblaient dans des endroits comme la boîte à cailloux, on appelait ça les assemblées du désert. Je suppose que si vous êtes allé vous promener dans les Cévennes, vous avez entendu parler du musée du désert. Et donc, pourquoi le désert? C'était en référence à Moïse lorsqu'il a quitté l'Égypte avec les Hébreux pour les emmener dans la terre promise. Il y a eu une traversée du désert, donc les protestants faisaient allusion à Moïse en parlant de ces assemblées du désert. Alors, attendez 2 minutes. Excusez. Je suis désolée, Frédéric. Voilà. Je suis un petit peu enrhumée. Voilà. Donc, si la boîte à cailloux est connue, c'est parce qu'on l'a fait connaître, d'une part, mais aussi parce qu'il y a un pasteur qui s'appelait Givry-Gardien, qui est venu prêcher en 1691 dans cette boîte à cailloux. En fait, Givry-Gardien, c'est un personnage dont il faut parler parce que je vous en parlerai si je retrouve, mais voilà. Donc, Givry-Gardien, pasteur, est né à Vervins, en Thiérache, en 1647. Il est mort en prison à l'île Sainte-Marguerite, la plus grande des 2 îles de Lérins, en face de Cannes, à une date inconnue. On ne sait pas quand il est mort, enfin, du moins de quoi il est mort. Il est arrivé à Sedan en qualité de pasteur. Il a créé un grand scandale dans cette ville en abjurant, dans des circonstances inconnues, le protestantisme en 1669. Alors c'est curieux parce qu'après, il va y revenir. Et à la révocation de l'édit de Nantes, donc 7 ans plus tard, on le retrouve pasteur de l'église française de Plymouth en Angleterre, qu'il a servi pendant 5 ans. En 1690, il prend la résolution de retourner prêcher l'Évangile en France. Il passe par Londres, Rotterdam, Bruxelles. Il se met en route tout seul pour la France. Il se déguise assez souvent pour éviter les interrogatoires aux entrées des villes. Il prend la route de la Capelle dans l'Aisne et il arrive à 10 km de son pays natal, Vervins, en octobre 1691, soit 5 mois après son départ de Plymouth. Ça a mis du temps, mais il faut dire que la plupart du temps, c'était à pied. Donc là, il rencontre de nombreux réformés. Il arrive à Lemay et il trouve plus de 300 personnes et 11 enfants à baptiser. À Saint-Quentin, il voit venir à lui, alors les députés, en fait ce sont les émissaires, les protestants appelaient les députés les émissaires, il voit venir à lui les députés de 7 villages catholiques des environs. Ces 7 villages sont Temple-le-Guérard, Hargicourt, Jeancourt, l'Empire, Montbreuin, Noroy et Vendel, qui, au plus fort des persécutions, voulaient embrasser la religion protestante. Donc, il demande à Givry-Gardien de se rendre à la boîte à cailloux
pour voir ces gens-là. Givry-Gardien se rend à la boîte à cailloux, il prêche de 21h jusqu'à 1h du matin, et finalement, il dit à ces gens, voilà, je vous laisse une semaine pour réfléchir, car votre décision est vraiment difficile à prendre. Vous savez que vous encourez beaucoup de périls, de dangers, si vous vous convertissez au protestantisme. Donc, il revient une semaine après, et là, il reçoit l'abjuration du catholicisme et la conversion de ces gens au protestantisme. Une semaine après, donc, il faut savoir quand même que là, dans la boîte à cailloux, il y avait 500 personnes, soit 110 familles qui voulaient se convertir et qui se sont converties au protestantisme. Donc ensuite, il a quitté la boîte à cailloux, il est parti à Paris, il est parti à Sedan, en Champagne, à Châlons, à Château-Thierry. Il a atterri dans un petit village à Monod, près de Château-Thierry, et il a fait 3 jours de suite des assemblées de 400 personnes, soit dans des granges, soit dans des pressoirs. À chaque fois, il faut savoir que c'était clandestin, c'était des réunions clandestines qui étaient soumises à péril, hein, parce qu'il risquait sa vie à chaque moment. C'est d'ailleurs ce qui va se passer. Donc, il a continué sa route comme ça jusqu'en Seine-et-Marne, où il a tenu des assemblées importantes, parfois 500, voire 700 personnes. Ensuite, il est rentré sur Paris. Et l'église de cette ville était plongée dans la plus grande consternation par l'arrestation de son ministre, qui s'appelait de Malzac, qui était connu justement de Givry-Gardien. Et ce ministre desservait donc la ville de Paris depuis 2 ans. Givry, ensuite, était arrêté sur dénonciation. Donc, il est arrivé à la boîte à cailloux en 1691. En 1692, il était dénoncé et arrêté. Heureusement, il était porteur sur lui de son autobiographie, ce qui fait que nous, on a pu bénéficier quand même des éléments de sa vie. Il a été arrêté le 3 mai 1692. Il a été conduit à Vincennes le 24 du même mois, où il a retrouvé Élisée Géraud, un autre pasteur aussi arrêté, le même jour que lui. Il a été emprisonné dans le donjon à Vincennes. Ils sont sortis tous les deux de Vincennes au bout de 2 ans, le 27 juin 1694. Ensuite, ils sont allés à la Bastille. Ils ont été enlevés de la Bastille au milieu de la nuit, et les pasteurs traversaient toute la France sans qu'on les laisse voir de personne. Ils sont arrivés donc à la prison d'État à Sainte-Marguerite. Ils étaient placés isolément dans des cachots, sans pouvoir communiquer entre eux, sans jamais se rencontrer, sans voir quiconque autre que le gardien. Mis à l'isolement, sans possibilité de lire, d'écrire, nombre de pasteurs perdaient la raison, et l'on ignore quand et comment est mort Givry. Un historien qui s'appelle Antoine Cour l'a cité comme un des plus actifs et des plus courageux parmi les pasteurs à avoir suivi les traces de Claude Brousson. Claude Brousson était venu aussi à la boîte à cailloux, c'est pour ça que j'en parle. C'était un avocat suisse, défenseur de la cause protestante, qui a contribué à la création de l'Église du désert, qui, dans la clandestinité, a maintenu pendant un siècle le protestantisme en France. Lui, Brousson, a été condamné à être roué, c'est-à-dire rompu sur la roue, étranglé, juste avant d'être passé par l'échafaud. Il ne pouvait pas en réchapper. Voilà donc pour Givry-Gardien. Et c'est pour ça. Hein. Ils auraient pu le brûler en plus. Comment ? Ils auraient pu le brûler. Oui, c'est vrai. Peut-être qu'ils l'ont fait, on ne sait pas. Alors, donc, voilà pour Givry-Gardien. Et si la boîte à cailloux est importante, c'est justement à cause du passage de Givry-Gardien. En 1934, la Société du protestantisme français décide, certainement sur une idée de M. Drancourt, d'ériger une stèle à la boîte à cailloux. Alors, c'est quelque chose de symbolique. Tout à l'heure, on vous le montrera parce que Jean-Paul nous a fait un reportage photo qui est très, très édifiant. Et donc, c'est simplement un pilier de briques sur lequel on a apposé une plaque en fonte, je ne sais pas très bien, sur laquelle est écrit « à la mémoire des fidèles venus à la boîte à cailloux entendre l'Évangile prêché par Gardien Givry de Vervins, 1691, et encore au XVIIIe siècle, la Société de l'histoire du protestantisme, 1934 ». Donc voilà, on avance un petit peu dans le temps,
Et puis, Simone Drancourt, je vous ai parlé de M. Drancourt tout à l'heure, Simone qui était la fille de Maurice, eh bien Simone, dans les années 1995, elle commence à se dire, mais il faudrait peut-être quand même essayer de faire inscrire ce monument à l'inventaire des monuments historiques. Et donc, elle fait un dossier conséquent. Et donc, vous voyez, donc j'ai dit 1995, c'est seulement en 2008 qu'on a appris que la boîte à cailloux était inscrite à l'inventaire des monuments historiques. Voilà. Alors, est-ce que j'ai encore d'autres choses à vous dire ? Je ne pense pas. Non, je crois que j'ai dit l'essentiel sur la boîte à cailloux. Donc maintenant, la boîte à cailloux, ça se trouve sur le territoire d'Hesbécourt. Quand vous êtes en bas d'Hesbécourt, il faut que vous preniez à gauche un chemin de terre. Et là, à 1,5 km, 2 km, Henri, il y a combien de kilomètres de... 1,5 km, oui. À peine 1,5 km du bas de... Voilà. Donc si vous avez envie d'aller à la boîte à cailloux, oui, on va voir... Voilà. Il faut surtout voilà. mettre des bottes. Hein? Jean-Paul nous signale qu'il y a une carte derrière. Oui. Et donc on voit bien où se situe la boîte à cailloux. On voit Hesbécourt et on voit aussi donc tous les villages, Vendel, Chancourt, Templeux, Argicourt, l'Empire, tous ces villages dont on a dit qu'ils avaient été le berceau du protestantisme en vermandois. Alors, maintenant, on va vous projeter. Jean-Paul a fait un remarquable travail sur les temples qu'on peut encore voir dans notre région. Quelquefois, on passe devant et on ne sait pas que c'est un temple. Alors là, c'est le temple de l'Empire, tout petit temple qui se trouve en face de l'église, donc très modeste, se situe juste en face de l'église actuelle. Je ne sais pas à quoi il sert. À un moment, je me demande si on ne remisait pas les outils de la commune. Maintenant, je ne sais pas. On peut y aller. Et celui d'à côté, là. Alors là, Argicourt a conservé son temple aussi, qui est encore visible. Je crois qu'actuellement, la commune l'a racheté. Et elle doit faire une distribution. Il sert de centre de distribution alimentaire. Voilà, c'est ça. Donc le temple sert à quelque chose. Alors, le Argicourt, il y a un cimetière protestant encore, mais là, c'est une vue du cimetière protestant avant la guerre 14-18, ou juste après la guerre, je ne sais pas, parce que ça m'a l'air quand même pas mal bouleversé. La rue du Temple, à Argicourt, donc qui prouve bien qu'il y avait un temple avant 14. Tu peux y aller, Dominique. Donc voilà aussi une vue, une carte postale du temple d'Argicourt avant 14-18, en l'état. La carte est datée de 1904. Voilà le temple actuel. Alors le temple actuel, on vous dit, ces édifices ont été construits par les églises unies presbytériennes de l'Amérique du Nord en souvenir des héros américains qui donnèrent leur vie en France pour la liberté, l'humanité et la paix du monde. Donc ça, c'est toujours Argicourt. Hein. Donc c'est le temple actuel. Là, nous passons à Jancourt, une petite commune qui est toute proche d'Hervilly. Le temple est situé à côté de l'école, dans une petite impasse. Il est en état. Je ne sais pas à quoi il sert. Tu sais, toi? Non. Alors là, on arrive à Temple-le-Guérard. Donc, pareil, des cartes postales avec le temple ancien, avant la guerre, le détail d'une Bible au fronton du porche, et puis là, l'état actuel du temple. Alors, je ne peux pas vous dire exactement ce qui se passe, mais il y a un problème entre la commune et certainement la Société du protestantisme français. Toujours est-il... Non, la Société de l'histoire du protestantisme français n'a plus rien à voir dans le... Il a été cédé à la commune pour le franc symbolique à l'époque. Ah, d'accord. Eh bien, la commune... Donc c'est un problème communal. Ah, d'accord, c'est un problème communal. Donc il n'est plus du tout entretenu, et là, la toiture est en train de tomber, donc je pense qu'un jour ou l'autre, il va falloir le détruire, ce qui est bien dommage. Alors, à Temple-le-Guérard, le cimetière protestant actuel, Jean-Paul a pris plusieurs photos, et il a aussi eu l'idée de photographier certaines épitaphes
Et justement, en regardant ça, Dominique me dit, mais la paroisse... Attends, reviens en arrière, Dominique. Non, mais il me semble qu'elle est après, non là. Non, c'est en arrière. Et Dominique me dit, cette épitaphe-là, cette dame-là, à laquelle on rend hommage, Eliane Essler, c'est cette dame-là qui nous a mariés. Voilà. Voilà. Alors, elle était pasteur de Saint-Quentin et elle était aussi, pendant ce même temps, maire d'Argicourt. Ah, d'accord, elle était marge d'Argicourt. Oui. Okay. Et donc, vous voyez des épitaphes. Là, on retrouve des Drancourt. Il y en a plusieurs dans le cimetière de Drancourt. Et à Esbécourt, il y a, à l'entrée du cimetière, il y a une sorte de monument assez massif dont le maire se demandait il y a quelque temps ce que pouvait être ce monument. Et en fait, Anne-Marie, ma sœur, s'est souvenue que ma tante, qui connaissait les Drancourt, avait dit « c'est un monument qui appartient aux Drancourt ». Et le problème, c'est que c'était brut, il n'y avait rien, on ne pouvait pas lire. Et mon beau-frère a pris une brosse de fer, il a pris de l'eau de Javel, il a gratté, et on a trouvé des extraits de la Bible. Et là, on a vu qu'effectivement, c'était la famille Drancourt, c'était un monument de la famille Drancourt. Alors, Jean-Paul nous a montré que du cimetière protestant, donc le cimetière protestant, il est un petit peu au-delà, on pouvait voir l'église et le temple. Vous voyez ? Ici. Et après le cimetière protestant, eh bien, il y a une allée qui nous mène au cimetière anglais. Donc l'église et le temple sont reconstruits côte à côte à Vendel. Et le temple est encore dans l'état. Je ne sais pas ce qu'on en fait. Je ne suis jamais rentré dedans, je ne le connais pas. Mais il est entretenu, extérieurement. Est-ce que quelqu'un sait par qui il est entretenu ? La commune ? Oui. Souvent, les temples finissent comme ça. Ils n'étaient pas assez larges pour mettre des voitures, mais sinon, ils auraient fini en garage. Alors voilà, donc là, on arrive à la boîte à cailloux. Donc je vous parlais du monument, qui est vraiment quelque chose de symbolique. Hein. Mais je pense que c'est tout à fait à l'image des protestants. Il ne faut pas de décorum, il ne faut pas une architecture pompeuse. Donc on a simplement bâti un pilier de briques et on a apposé cette plaque à la mémoire des fidèles venus à la boîte à cailloux entendre l'évangile prêché par Gardien Givry de Vervins en 1691 et encore au XVIIIe siècle signé la Société de l'histoire du protestantisme en 1934. La parole de Dieu demeure éternellement. Alors, toujours la boîte à cailloux, on la voit là-bas. Ici, Jean-Paul a pris des photos de la boîte à cailloux vers Esbécourt et ensuite il a fait le contraire d'Esbécourt, il a pris ou du bas du chemin, hein, Jean-Paul, du bas du chemin, il a pris la boîte à cailloux. Donc vous voyez qu'il y a un bosquet d'arbres sur la droite et on voit, bon, Jean-Paul nous l'a bien indiqué, on voit la boîte à cailloux. Alors ça, ce tableau, je le trouve magnifique. C'est un tableau qui a été réalisé par une dame qui s'appelle Jeanne Lombard, qui est née en Suisse. Attendez. Voilà, Jeanne Lombard est née en Suisse en 1865 et elle est décédée en 1945. Cette femme fut une artiste peintre et sculptrice. Elle est née dans un milieu social raffiné. Elle est la fille cadette d'un pasteur français. Et juste après sa naissance, sa mère meurt alors que la famille venait de déménager pour venir en France. Restent les trois filles, Alice, Eugénie et Jeanne. Jeanne commence une formation chez un sculpteur médaillé qui lui apprend le dessin d'exactitude. En parallèle, elle étudie le dessin et la peinture. En 1890, elle part dans l'atelier d'un peintre qui l'aide à perfectionner sa technique du portrait. Dès 1897, elle s'intéresse aux Huguenots et effectue plusieurs voyages dans les Cévennes. Elle meurt en 1945 d'une maladie pulmonaire mal soignée. Sa production artistique s'étale de 1879 à 1945. Elle est exceptionnelle par sa richesse et sa diversité. Elle conçoit la peinture comme un outil pour dire la vérité et témoigner. Ses tableaux
sont à thème huguenot ou cévenol. Ces toiles sont au musée du désert à Mialet, en Dordogne. Et elle avait choisi à un moment une dame, Marie Durand, qui avait vécu 38 ans dans l'enfermement d'une tour, qui avait été enfermée par les catholiques. Et c'est le modèle principal du plus beau de ces tableaux. Alors, si on regarde bien, on pourrait imaginer que ce soit la boîte à cailloux. Mais quand on regarde ces personnages, on s'aperçoit qu'il y en a un, regardez, avec une perruque et un catogan, et il n'est pas vêtu comme les autres. Il y a un noble là qui se perd dans l'assemblée. Et donc, le pasteur qui officie à partir de la chaire, il faut savoir que les protestants, quand ils venaient à la boîte à cailloux, quand ils allaient à leur lieu de rassemblement, ils transportaient le matériel à dos de mulet ou à dos d'âne. Et le matériel était démontable, de façon certainement à ce que si les dragons arrivaient, on puisse rapidement démonter et s'en aller ou donner des morceaux à chacun pour que, je suppose que c'était ça. Et même les éléments qui servaient à la scène, les coupelles et les plateaux, étaient aussi démontables. Donc là, on voit le pasteur qui a revêtu la blouse sacerdotale, je crois que ça s'appelle comme ça. Une robe pastorale, ça s'appelle. Pastorale, voilà, la blouse pastorale. Vous voyez, une robe. La robe pastorale. Ouais. Donc il a la robe noire, et vous voyez que tous les protestants écoutent avec beaucoup d'attention son discours. Voilà. Et il y a plusieurs tableaux. Si vous allez sur Internet, Jeanne Lombard, vous verrez les tableaux. Bon, je trouve qu'ils sont magnifiques. Beaucoup de couleurs et puis bon, un sens de la disposition, du cadrage. Voilà, je vous remercie de votre attention. Bravo. Voilà, je voudrais remercier Dominique et puis je voudrais remercier Jean-Paul qui a fait un travail remarquable. Voilà. Bravo. Déjà, Anaïk a piqué mon boulot, donc je remercie Monsieur Langlais. Du coup, je remercie Anaïk aussi. Merci beaucoup pour vos deux exposés très clairs. Vous tenez le timing. Merci à Jean-Paul, parce que c'est vrai que c'est, je ne sais pas où il est Jean-Paul, oui. Pour tout ce travail sur les photos, c'est un peu du travail de l'ombre, mais c'est vrai que c'est important aussi. On a 10 minutes, un quart d'heure, si vous avez quelques questions, soit à Dominique Langlais, soit à Anaïk. Est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce qu'il y a une question, une précision, un témoignage? Oui. Est-ce que ce sont les ancêtres des Albigeois? Est-ce qu'il y a un lien? Pas ou du ça n'a tout. rien à voir? Pas du tout. Ce n'est pas du tout ni la même théologie, ni les mêmes origines. Non, les Vaudois ont été sémés vers la Suisse, l'Italie. Alors, c'était des gens qui étaient... à l'époque, on était courageux, on faisait beaucoup de distance à pied. Ils ont franchi le col de Fressinière, qui est à 2500 mètres d'altitude, et pour aller dans une vallée derrière qui était protégée parce que difficilement accessible par les dragons. Parce que les dragons, comme tous les soldats, hein, ils font ce qu'on leur dit de faire, mais moins ils en font, mieux c'est quand même. Hein. Donc les gens se sauvaient dans les montagnes hein, pour ne pas être atteints. Mais ça n'a rien à voir avec les Albigeois. J'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé, je n'ai pas réussi à trouver. Moi, je pensais, oui, que c'était peut-être à l'origine du canton de Vaud, parce que, mais ils sont surtout allés en Italie au début, hein, pas tellement en Suisse, en Italie, et en Italie, il y a encore des églises vaudoises, protestantes vaudoises, où on parle le français. C'est à 20 km de la frontière, mais il y a encore des vallées entières où on parle le français. Alors évidemment, notre génération, je pense qu'ils ne parlent plus, mais les générations d'avant, ils parlaient encore le français. Le français est obligatoire dans le Val d'Aoste. Oui. L'enseignement du français. Il est encore obligatoire? Oui. Par l'italien. Oui. Je ne sais pas, reste-t-il encore des familles protestantes là, dans les villages dont vous avez parlé? Oui, bien sûr. Il en reste. Oui. Bien sûr. Oui, il y a des descendants, mais bon. Par exemple, la famille Drancourt dont je vous parlais, les Drancourt
Bon, je sais que Simone était protestante. Simone est décédée il y a 8 ans. Je n'ai pas de contact avec les enfants. Je ne sais pas. Bon, le fils, si, Eric, oui. Mais après, les enfants d'Eric. Mais alors, on n'a pas réussi à faire de lien de parenté, mais nous avons, un de mes collègues et moi, fait un service funèbre à Hargicourt d'un monsieur de Rancourt, qui habite à Hargicourt. Et bon, ils m'ont dit que ça n'avait pas de rapport. Mais bon, il n'y a pas de fumée sans feu, hein. Quand on s'appelle Drancourt, c'est que quelque part. Et moi, j'ai des ancêtres qui s'appelaient Drancourt. Et Drancourt était très, très connu. Alors, il y en a eu à Saint-Quentin, il y a eu beaucoup de... C'est une famille nombreuse, apparemment. Il y a encore des familles, mais on n'est plus protestant de père en fils. Ça, c'est fini, ça, hein. C'est comme dans toutes les religions, hein. J'ai trouvé un article de journal, je crois que c'est dans le Courrier Picard, qui datait de 1991, où justement, il y avait 2 ou 3 familles qui s'étaient rassemblées en 1991. Hein. Ils étaient 400 et ils étaient allés ensemble à la boîte à cailloux. Oui. Sur 2 ou 3 familles, ils étaient 400. Mais il y en a même qui étaient venus de l'étranger. Ah oui, Ça fait l'objet d'un reportage dans le Courrier Picard. Voilà, c'est ça. Oui. Alors il y a des gens qui voudraient que, parce qu'il y avait une association qui était basée à Hargicourt, qui s'appelait l'Association des Amis Utilisateurs de la Maison d'Hargicourt, et cette association s'est forcée de faire une cérémonie, un culte à la boîte à cailloux tous les 2 ans. Alors c'était rarement à la boîte à cailloux parce qu'au mois de septembre, c'est très rare qu'il ne pleuve pas, donc on se mettait à l'abri dans la grange d'un cultivateur qui était alors le maire d'Hesbécourt, et ça a attiré beaucoup de gens. Il y a des gens qui regrettent que ça ne se fasse plus, mais dans toute l'association, j'étais le plus jeune. Bon, il fallait tout installer, porter les sièges, les tables, bon, on fatigue, et c'était plus possible de le faire. Et comme on a en plus cédé le temple d'Hargicourt à la commune, on n'a plus de lieu pour faire ça. Parce qu'il y avait aussi un temple à Norrois qui a été aussi revendu, pas à la commune, là. C'était revendu à une artiste potière, on ne dit pas potière. Hein. Je voudrais vous recommander la visite du musée Calvin à Noyon, où vous pourrez voir justement du matériel qui est démontable. Il y a 2 chairs démontables et puis des documents très intéressants. Maintenant, moi, je ne suis pas allée au musée du protestantisme à Lemay parce que quand je me suis renseignée, la présidente m'a dit il est fermé, il n'y a plus de bénévoles. Alors, on ne sait pas ce que ça va devenir. Les collections vont peut-être partir. Oui, certainement. Peut-être que la Société du protestantisme français va s'en occuper, mais c'est dommage parce que c'est un musée qui a été établi dans un ancien temple et où il y a des choses très intéressantes. Alors peut-être que j'arriverai à y aller parce que là, j'ai pas eu le temps matériellement de le faire, mais cette dame n'avait pas les clés, elle a 78 ans. Elle me dit tous les gens qui m'accompagnaient sont à l'hôpital, en EHPAD mais je vais quand même m'accrocher pour essayer d'aller visiter ce musée parce que je pense qu'il doit être intéressant et on risque de ne plus à Lemay. y aller. Lemay, anti-Rache. L-E-M-E. Alors, vous pouvez aussi, pour les gens qui ont accès à Internet, aller sur Huguenot Picard. C'est un site qui est très bien fait, où il y a des généalogies protestantes, où il y a de l'histoire protestante. Picard, oui. Et il y a de l'histoire, il y a des photos, bon, c'est fait par un amateur. Mais l'Église dont vous êtes le représentant ne regroupe pas tous les protestants de France. Non. Alors, je ne voulais pas passer parce que j'avais peur que ça fasse trop long. Donc, on est dans l'Église protestante unie de France, qui fait elle-même partie de la Fédération protestante de France, qui est là un groupement beaucoup plus important, parce qu'il y a des baptistes, il y a toutes les dénominations qu'on veut, et en plus, il y a un autre organisme qui s'appelle le CNEF, où il y a tous les évangéliques un petit peu, vous savez, un petit peu ethnique, ou on va dire à tendance américaine, vous savez, parce que ça a tendance à prendre un petit peu en France. Hein. Je ne sais pas si vous avez
suivi le départ, enfin l'historique du départ du Covid, on a mis ça sur le dos d'une église évangélique qui se trouve à Mulhouse, qui s'appelait Porte Ouverte. Et quand on regarde un reportage, vous pourrez aller voir sur Internet, c'est ce qu'on appelle des méga-churches. C'est-à-dire que c'est des gens qui rachètent toutes les friches commerciales qu'on voit dans nos zones artisanales. Là. Ils rachètent ça, ils ont le parking, et là-dedans, ils font des cultes, mais où il y a 150 personnes, mais où il y a surtout des gens qui font de la musique, et puis de l'invocation. Et bon, ça ne correspond pas tellement à notre esprit calviniste, mais aux États-Unis et dans les pays d'Amérique du Sud, ça marche très fort. Ça prend des proportions incroyables. Bon, écoutez, il va nous rester à vous remercier une nouvelle fois de ces deux interventions. Merci beaucoup à tous les deux, on a beaucoup appris ce soir. Moi, j'ai quelques petites choses à vous dire pour terminer. Alors, j'emmène Je laisse à votre disposition deux Bibles si vous voulez les regarder. Il y en a une que j'avais ramenée d'Israël en 1972 parce que j'étais allée travailler en Israël pendant 3 semaines. Et puis l'autre, c'est une Bible que j'ai eu l'occasion d'acheter lors d'un vide-maison à l'Empire. Et celle-ci, elle a vécu, tandis que celle-là, je l'ai ramenée et je l'expose, je dirais. Tandis que celle-là, il y a vraiment le nom des gens dedans. Et j'ai quelques exemplaires du journal de référence pour les protestants réformés qui s'appelle Réforme. Voilà, vous pourrez en prendre. Alors, comme nous faisons à chaque fois, on prépare un petit pot, juste après on va partager une boisson, et puis vous pourrez, si vous voulez échanger avec Anaïk ou avec Dominique Langlais, sans souci, ils sont là à votre disposition. Moi j'avais un petit peu de communication à vous faire sur les prochaines conférences. Alors on est une année exceptionnelle, d'habitude on fait 5 conférences par an, cette année on en fait 6. Alors, le vendredi 7 avril, il y aura une conférence sur le thème de la santé. Alors je fais attention aux mots que je choisis. Donc on reçoit un monsieur qui s'appelle monsieur Alain Kiévreux, qui est magnétiseur, qui viendra nous expliquer, il fait du magnétisme, de la réflexologie et du soin énergétique, et qui viendra nous expliquer comment on peut soulager le corps. Voilà, donc c'est le thème santé. Donc c'est intéressant parce que c'est vrai que ça va permettre de confronter plusieurs points de vue. Et puis la dernière conférence de l'année aura lieu le vendredi 12 mai, et qui sera une conférence histoire qui est organisée avec le Pays d'art et d'histoire Santerre-Haute-Somme dans le cadre d'une manifestation qui s'appelle le Printemps des cimetières. Et je vous recommande, il y a des petites brochures à l'entrée, des petites brochures roses, je vous les recommande, elles sont vraiment très très bien faites. Il y a toute une série de visites qui se font, qui sont organisées par le Pays d'art et d'histoire, c'est vraiment très bien fait. Et donc avec eux, on organise une conférence histoire qui sera présentée par Xavier Boniface, qui est professeur d'histoire contemporaine à l'université de Picardie et qui viendra nous parler des religions durant la Grande Guerre. C'est lui qui a réalisé les panneaux de l'exposition qui se trouve à la chapelle du Souvenir français à Buchavenbergen, Rancourt. Et donc, et la originalité, avant la conférence qui a lieu habituellement donc à 20h, donc le Pays d'art et d'histoire nous propose, et donc je pense que c'est Camille qui viendra faire la visite, une visite commentée du cimetière de Tincourt. Alors ne manquez pas, parce que là, je suis déjà inscrit, parce que je veux à tout prix voir ça. Le cimetière de Tincourt en visite commentée, c'est quelque chose qu'on ne peut pas louper. Voilà. Donc ça, c'était pour mes informations. Puis je suis content parce que à chaque fois, je vous parle de ça, et puis la trésorière me dit « Mais arrêtez de parler de la quille. » Mais non, il y a plein de nouvelles têtes. C'est bien, j'aime bien quand il y a plein de nouvelles têtes. Donc, à chaque fois, je pose la question, qu'est-ce que c'est que ça ? On va me dire, oui, c'est une quille. Mais non, c'est pas une quille. C'est une quille avec une fente. Et là-dedans, vous pouvez mettre des pièces ou des billets. Et donc, l'université, elle vit avec ça. Elle vit aussi avec les dons des différentes communes aux alentours de Tincourt qui nous font tous les ans le plaisir de nous aider un petit peu financièrement. Et bien, si vous voulez, il y a 2 quilles comme ça qui sont tout près de l'entrée. Si vous voulez participer, ça nous permet de retransmettre en vidéo et de subvenir aux petites dépenses. Voilà. Donc merci beaucoup. Je vous rappelle, parce que j'ai vu aussi qu'il y avait des gens qui prenaient des notes, si vous
vous voulez revoir la conférence, si vous n'avez pas pris toutes les notes qu'il faut, la conférence, elle est diffusée en intégralité sur la chaîne Tincourt TV, c'est une chaîne YouTube sur Internet à partir de dimanche. Donc vous allez sur YouTube, vous écrivez Tincourt TV, T-I-V-I, et vous verrez cette conférence-là. Vous verrez aussi toutes celles qu'il y avait avant d'ailleurs. Et donc voilà, ça permet de les revoir tranquillement, plusieurs morceaux, le soir avant de s'endormir, le matin en se levant, enfin quand vous voulez. Voilà. Je voudrais dire une dernière chose. La troupe de théâtre Gaîté doit encore donner 2 représentations. Le samedi 4 mars à Roiselle et le dimanche 5 mars à Metz-en-Couture. Maintenant, il y a une autre troupe de théâtre à Épehy qui va bientôt commencer ses représentations. Allez sur leur site pour connaître les dates. Demain soir et dimanche. Demain soir et dimanche, et 2 séances au mois de mars, n'est-ce pas, Michel? Et le 1er avril. Et bien comme ça, nous avons été complets ce soir. Merci à tous, merci d'être venus, et à la prochaine.